Bonjour, bienvenue au Château de Chantilly, dans la salle du Jeu de Paume qui abrite une exposition exceptionnelle consacrée à l'un des plus grands artistes représentés dans la collection du musée Condé, c'est Jean-Auguste Dominique Ingres. Alors dans l'exposition que nous avons conçue avec Mathieu Deldic, le projet est de montrer les différentes facettes de la carrière d'Ingres à travers les œuvres réunies à Chantilly par le duc d'Aumale, donateur Chantilly de l'Institut de France. Nous avons la chance que ces 5 chefs-d'œuvre traversent toute la carrière de l'artiste depuis ses jeunes années parisiennes jusqu'à ses différents séjours à Rome et jusqu'à la fin de sa vie. Cette collection très importante donc est basée sur le fait que Ingres a été entre autres le portraitiste du prince royal, frère aîné du duc d'Aumale, et à ce titre, Ingres règne sur Chantilly. Alors le projet Ingres à Chantilly est déjà ancien, il a été conçu avec Georges Vigne, l'ancien directeur et conservateur du musée Ingres à Montauban, et depuis presque une dizaine d'années maintenant, nous réfléchissions à ce projet avec différentes variantes. Est-ce qu'on allait traiter d'Ingres et l'Italie, puisque plusieurs de nos œuvres, 3 sur 5, proviennent d'Italie, des périodes italiennes d'Ingres. Et puis on s'est rabattu donc sur le sujet central, l'artiste et ses princes, c'est-à-dire Ingres et la famille d'Orléans, pour qui l'artiste a travaillé à de multiples reprises. Donc vous l'avez compris, l'exposition a 2 axes principaux qui s'entremêlent tout au long du parcours. D'une part, la carrière d'Ingres, à travers les chefs-d'œuvre du musée Condé, à travers les dessins préparatoires, les variantes, pour comprendre à quel point c'est un artiste méthodique, perfectionniste, à la recherche du beau idéal. Et d'autre part, c'est un artiste finalement qui entraîne en émulation avec de grands mécènes, des princes au goût très affirmé, très avancé. Ce sont les princes de la famille d'Orléans. Et donc finalement, c'est un dialogue qui s'établit ici entre le plus grand des artistes de l'époque et les plus grands des mécènes, notamment des années 1830-1840. Et donc c'est tout ce dialogue qui peut être découvert ici au Château de Chantilly. L'exposition réunit 110 œuvres venant de collections nationales, internationales. Il y a près d'une trentaine de prêteurs que nous souhaitons vraiment remercier. Évidemment des plus grands musées, le musée du Louvre, le château de Versailles, le musée Ingres, Bourdelle de Montauban qui est partenaire exceptionnel de cette exposition, et puis de nombreux prêteurs privés. Et c'est grâce à tous ces prêts que nous pouvons proposer plusieurs inédits, des choses qui sont pas montrées, peu montrées, des tableaux de réserve aussi, y compris provenant de musées. On pense au musée des arts décoratifs, au musée d'Angers, des choses qui viennent de très très loin parfois, jusqu'en Californie, mais aussi des prêts anglais, belges, hollandais, suisses et évidemment français. Tout ça pour célébrer un artiste exceptionnel. Alors après une première formation à Toulouse, puis à Paris dans l'atelier de Jacques-Louis David, Ingres va commencer à exposer et il présente au Salon de 1806 notamment son autoportrait dit à 24 ans, qu'il exécute effectivement en 1804, mais qu'il va constamment reprendre au cours de sa carrière pour l'achever alors qu'il a pratiquement 70 ans, donc 50 ans plus tard. Alors la version initiale, exposée au Salon de 1806, qui a valu à Ingres de terribles critiques, qui ont beaucoup blessé l'artiste, nous avons dans l'exposition la copie faite de cette première version du tableau par Julie Forestier, la fiancée d'Ingres, à la demande du peintre. Ce tableau, en effet, est très différent de l'état actuel, comme on peut le constater, en ayant côte à côte, pour la première fois depuis la mort d'Ingres, la version actuelle, terminée par Ingres dans les années 1850, et la version initiale, donc telle que l'a vue Julie Forestier en 1806-1807, lorsqu'elle a peint le tableau d'après l'original. Tableau de jeunesse, tableau avec beaucoup d'imperfections encore, tableau avec un cadrage assez large, où on voit l'artiste effaçant d'une main, d'un geste un peu improbable, quelque chose sur la toile, probablement le portrait de son ami Gilibert qu'il avait peint sur son chevalet, et puis avec un manteau posé sur l'épaule, mais tenant dans un équilibre assez instable, ce qui lui a été beaucoup reproché par les critiques.
Ingres a été véritablement blessé par ces critiques et on sait qu'il se refusera de longues années à exposer au salon. À la suite de cet échec, il en aura d'autres d'ailleurs au cours de sa carrière. Il sera toujours très sensible à la critique, reprenant indéfiniment ses compositions. C'est ce qu'il a fait avec ce tableau de l'autoportrait de 1804, en le reprenant constamment, notamment dans les années 1841 à 1851, comme le montre donc la différence avec la copie, avec la photographie de Charles Marville, qui est ici exposée aussi. Et il va en faire donc un chef-d'œuvre très inspiré bien sûr de l'école italienne, de la Renaissance. On pense évidemment aux portraits de Raphaël, on pense aux portraits sur fond sombre de la Renaissance italienne, avec notamment cette monochromie de tons sombres derrière le visage d'Ingres, avec ce coup de lumière aussi qui fait ressurgir donc le visage de ce jeune homme basané, c'est un méridional, Ingres, il est né à Montauban, et la tache blanche de la chemise donc qui fait ressortir les traits, alors que tout est monochrome et tout à fait dans une même atmosphère sombre. Donc ce tableau merveilleux a été copié à de nombreuses reprises par les élèves d'Ingres. On sait qu'à la fin de sa vie, Ingres, qui avait énormément d'élèves et un atelier extrêmement achalandé, était très attaché à cette œuvre et tous l'ont copié, notamment à différents moments de la reconstruction de ce tableau, pour lequel nous présentons des dessins préparatoires tant par Ingres que par ses élèves. Alors cette section, elle doit beaucoup au partenariat que nous avons noué avec le musée Ingres-Bourdelle à Montauban, puisque pour la première fois, donc, on peut réunir notre version, la version définitive de l'autoportrait, avec la copie faite par Julie Forestier en 1807, donc, qui est un prêt du musée Ingres également, comme c'est le dessin. Nous savons aussi que le tableau a été modifié grâce aux recherches qui ont été menées à l'occasion de cette exposition. Nous avons demandé au C2RMF, au Centre de recherche et de restauration des musées de France, de trancher un point qui faisait débat entre les spécialistes d'Ingres. Le tableau de Chantilly est-il la version du salon de 1806 modifiée ou est-ce une autre version ? Et la radiographie, la réflectographie infrarouge ont été très claires, ce que n'avaient pas pu faire les recherches menées précédemment au temps de Madeleine Ours dans les années 70. On a pu trancher et effectivement, la version de Chantilly est bien la version d'origine. On a même découvert à cette occasion que Ingres avait réduit la taille de la composition et intégré dans le bas du tableau et à droite un petit morceau de la composition initiale pour une raison qui nous échappe encore. Mais il s'agit bien donc de la version constamment reprise, donc d'un tableau de jeunesse. Ingres a su faire un chef-d'œuvre. Ingres obtient le Grand Prix de Rome en 1801, mais ne part effectivement à l'Académie de France qu'à partir de l'automne 1806. Il va donc effectuer 4 années à Rome pour parfaire sa formation en admirant les œuvres de la Renaissance italienne, en particulier Raphaël, et bien sûr aussi l'Antiquité, qui vont être des sources d'inspiration très importantes pour lui. À la Villa Médicis, il va peindre des paysages purs, les seuls qu'il fera dans sa carrière, représentés ici par un petit tondo du Musée des Arts Décoratifs qui montre les jardins de la Villa Médicis. Et très vite, il va se voir commander par le baron Alquier, qui est l'ambassadeur de France à Rome, le portrait donc, de la très belle Anna Antonia de Nitis, dite Madame de Vausset au XIXe siècle, en fait Madame du Vausset, telle que nous avons pu l'établir à travers les archives. Alors cette très belle jeune femme donc, est la maîtresse du baron Alquier, jeune napolitaine, qui a accompagné sa vie durant le baron Alquier. Et ce portrait, donc Ingres le peint en 1807-1808, alors qu'il est un tout jeune artiste, très inspiré encore par Raphaël, par la Renaissance italienne, avec ce dessin merveilleux de lignes courbes. Il va épurer complètement son dessin. Le premier dessin qu'il réalise, qui est au milieu du Louvre et qui nous a été prêté, montre un petit lavis avec la jeune femme assise devant un canapé à dossier rectangulaire, et il va incurver artificiellement le siège pour que tout le tableau ne soit que courbe. Le visage de la jeune femme, les épaulettes, le fauteuil. Il va évidemment allonger exagérément la courbe du bras selon des défauts anatomiques propres à Ingres, qui affirme qu'il faut copier la nature pour ensuite la déformer pour atteindre le beau idéal. Donc cette démarche est parfaitement cohérente dans ce tableau. Donc Ingres va peindre à Rome en 1807-1808, qui va ensuite rester entre les mains de Madame du Vausset, et c'est beaucoup plus tard, à la fin de sa vie, en 1847, que Madame du Vausset demeurait seule après la disparition de son compagnon, le baron Alquier, qui va vendre le tableau à Ingres un jour dans son atelier, alors que le maître, couvert de gloire, travaille avec ses nombreux élèves. Il voit arriver une dame âgée qui lui dit « Voudriez-vous me racheter mon portrait ? J'étais jeune et disait-on joli, vous aviez fait mon portrait à Rome.
et elle est à ce moment-là sans le sou. Et Frédéric Rezet, le grand amateur d'art, conservateur au Louvre, va racheter le tableau et établir un viager pour garantir les derniers jours de la belle Madame du Vaucet, donc demeurée dans la Gêne à Paris. Et Ingres ensuite s'entremettra pour essayer de faire acheter le portrait du baron Alquier par David, qui est entre les mains de Madame du Vaucet par l'État, ce qui n'aura pas lieu. Donc une histoire longue qui justifie que Ingres n'expose ce tableau au salon finalement qu'en 1833, à une date assez tardive, à un moment donné où il entre en contact avec Madame du Vaucet. Il va l'exposer en pendant du portrait de Monsieur Bertin, célèbre tableau du Louvre. L'intention d'Ingres est bien sûr de montrer toute l'évolution de son art entre 1807, tableau de jeunesse, un de ses premiers très beaux portraits féminins. On sait qu'Ingres est surtout connu pour ses portraits féminins, c'est ce qui lui permettait de vivre, c'était donc ce qui faisait son succès, mais son intention était évidemment d'être surtout reconnu comme peintre d'histoire. Alors, toujours en Italie, Ingres va travailler pour de grands commanditaires, les premiers princes et princesses qui seront ses clients, et notamment Caroline Murat, reine de Naples, la sœur de Napoléon, une grande mécène, grande amatrice de tableaux, qui va commander à Ingres un tableau d'amour, une histoire d'amour, l'une des seules de sa carrière, c'est Paolo et Francesca, et notamment le petit tableau qui se trouve juste derrière moi, appartenant aux collections du musée Condé. Nous sommes en 1814, et Ingres va s'inspirer du texte de la Divine Comédie de Dante, qu'il connaissait par diverses traductions, notamment celle d'Artaud de Montor, et il va dépeindre ici une scène qu'on connaît bien, qui illustre l'enfer de Dante. C'est l'histoire de Francesca, la fille du seigneur de Ravenne, qui va épouser celui de Rimini, qui est un vieux barbon estropié, boiteux, et cette Francesca va tomber amoureuse de Paolo, son beau-frère, et on les voit en train de s'embrasser, d'échanger un baiser, tandis que Francesca lâche le livre qu'ils étaient en train de parcourir, qui est celui des récits des amours de Lancelot et la reine Guenièvre. Et de manière dramatique, sort du rideau, tout à droite du tableau, le mari jaloux qui va tuer Paolo et Francesca. Donc une histoire tragique tirée de Dante, une histoire médiévale, et justement un style médiéval pour ce tableau, un petit tableautin sur bois, à la manière des primitifs italiens, que nous avons restauré grâce aux amis du musée Condé, et qui montre un Ingres quasiment troubadour, avec une ligne très sinueuse, un coloris franc, un style un peu sec finalement, qui rappelle non pas les tableaux troubadours de l'époque, notamment Couperin de la Couperie que nous exposons dans cette section, qui est beaucoup plus chargée, beaucoup plus pittoresque, mais qui évoque davantage les gravures, notamment d'après Flaxman de 1802, que connaissait Ingres, avec cette ligne très sinueuse. Donc c'est un Ingres qu'on n'attend pas ici, un Ingres dans une veine médiévale, néo-médiévale, inspiré par les primitifs italiens qu'il peut voir notamment à Rome ou en Italie. Et dans cette section, comme dans celle de cette exposition, nous essayons de rentrer dans le chef-d'œuvre, de montrer les dessins préparatoires de composition générale, je dirais, qui sont toujours complétés d'ailleurs par le texte de Dante, donc de diverses traductions françaises, et puis des petits dessins de motifs, notamment pour le buste de Francesca, qui sont ici tirés des collections du musée Ingres-Bourdelle, qui montrent un Ingres méthodique qui va élaborer petit à petit sa composition, une composition qu'il va beaucoup aimer parce qu'il va la reproduire au moins 7 fois, et c'est ce que nous voyons dans cette exposition avec le tableau de Birmingham, le tableau de New York, et puis également beaucoup de dessins très achevés qui constituaient des cadeaux ou des commandes pour les familiers, pour les clients aussi d'Ingres. Donc un tableau vraiment assez intéressant qui montre un Ingres bien installé au milieu d'un milieu lettré, d'un milieu cultivé romain, mais ici à destination de la reine de Naples, cette grande commanditaire. Et ce tableau est parvenu dans les collections du musée Condé grâce au duc d'Aumale qui a racheté la collection de son beau-père, le prince de Salerne, qui était napolitain. C'est un tableau qui était visiblement resté à Naples. Et finalement, c'est le premier tableau possédé par le duc d'Aumale à partir de 1854. Et ça va être le début d'une grande aventure entre les deux hommes.
Alors l'exposition est l'occasion de développer une médiation innovante et notamment grâce à la société Artmine qui a numérisé en 3D 4 des tableaux d'Ingres du musée Condé, ce qui nous permet grâce à ces tablettes, grâce aussi à des vidéos notamment diffusées sur les réseaux sociaux, de rentrer dans la matérialité de ces tableaux, de comprendre grâce aux images de réflectographie infrarouge, d'ultraviolet, etc., de comprendre tout le travail qui est développé par Ingres pour chacun de ces chefs-d'œuvre. Et donc au sein de l'exposition, mais également sur Internet, on vous invite vraiment à découvrir en très très haute définition ces chefs-d'œuvre extraordinaires. Antiochus et Stratonis est un thème fréquent dans la peinture dès le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle notamment, et Jacques-Louis David, le maître d'Ingres, va d'ailleurs obtenir le Grand Prix de Rome en 1774 sur ce sujet. Le tableau est venu donc de l'École des Beaux-Arts pour montrer une des raisons pour lesquelles Ingres va se passionner pour ce thème, qu'il va traiter 7 à 8 fois au cours de sa carrière. C'est un des traits distinctifs d'Ingres, éternel perfectionniste, recherchant le beau idéal, de reprendre constamment une même composition. Alors le thème de Stratonis est tiré de l'histoire antique, il nous est notamment rapporté par Plutarque, mais par d'autres historiens de l'Antiquité. Il nous raconte l'histoire du vieux roi Séleucus, qui est veuf, qui a épousé en secondes noces une très belle jeune femme, très belle jeune fille, Stratonis. Et c'est d'ailleurs le sujet d'un opéra de Méhul, créé en 1792, qu'Ingres connaissait parfaitement, jouait sur son violon, le fameux violon d'Ingres qui est conservé au musée Ingres-Bourdelle d'ailleurs. Et le musée Bourdelle, notre partenaire, nous a prêté la partition de la Stratonis, qu'Ingres jouait sur son violon et qui, dit-on, lui arrachait des larmes. Donc ce vieux roi Séleucus, ayant épousé cette très belle jeune femme en seconde noces, voit son fils, le jeune Antiochus, s'éteindre sur son lit, alors que le médecin Érasistrate tente de comprendre la cause de la maladie d'Antiochus. Et dans le tableau d'Ingres, le médecin comprend la cause de la maladie d'Antiochus en mettant sa main sur le cœur du malade, puisque lorsqu'arrive sur le devant de la scène d'opéra, la très belle Stratonis, eh bien le pouls et le cœur du malade s'accélèrent. Dans la version de David, c'était en prenant le pouls que le médecin s'en rendait compte. Chez Ingres, pourtant réputé néoclassique, on a ce trait beaucoup plus romantique de la main sur le cœur, évidemment. Il n'y a que 2 tableaux d'amour dans l'œuvre d'Ingres, Paolo et Francesca et la Stratonis. Mais c'est un thème qu'il a traité l'un et l'autre à plusieurs reprises, 7 à 8 fois tous les deux. Alors ce thème antique, bien sûr, Ingres va le revisiter. Il va commencer à le traiter dès 1801 à Paris. Il va le reprendre lorsqu'il est pensionnaire de la Villa Médicis, de l'Académie de France à Rome, de 1806 à 1810, avec notamment le dessin du Musée des Beaux-Arts de Berne, le fameux dessin Gurlitt, qui vient pour la première fois en France, qui est une de ses compositions, alors très néoclassique, encore un peu rigide. Et puis il va reprendre constamment ce thème, avec notamment la version de Philadelphie, qui est ici présentée par des dessins venus de Montauban, qui livrent des esquisses préparatoires à cette composition d'ensemble. Ferdinand Philippe d'Orléans, duc d'Orléans et prince royal, fils aîné de Louis-Philippe, et donc frère aîné du donateur de Chantilly, le duc d'Aumale, va jouer un rôle de mécène au début des années 1830. Il va en effet se voir confier une liste civile qui lui permet de commander à de jeunes artistes, romantiques notamment, mais pas uniquement, des tableaux sur des sujets libres. C'est ainsi que Delaroche réalisera pour le prince royal l'assassinat du duc de Guise, peint en 1834, exposé au salon de 1835, qui est un important tableau de l'époque romantique sur un thème bien sûr de la Renaissance. Ingres, de son côté, va choisir un sujet qui lui est cher, c'est le sujet d'Antiochus et Stratonis, qu'il a déjà maintes fois tracé dans ses dessins, commencé à peindre. Et donc il va pour le prince royal choisir ce thème qui lui convient particulièrement. La façon dont il le réalise pour le prince royal va montrer les caractéristiques particulières d'Ingres. C'est un artiste lent qui travaille de façon perfectionniste en reprenant ses dessins, en modifiant sa composition, en se faisant aider aussi puisqu'il travaille sur la manière académique avec un important atelier. Au moment où il réalise ce tableau, il est en effet directeur de l'Académie de France à Rome et il va travailler étroitement avec ses nombreux élèves
en particulier les frères Balz, qui vont apporter leur part à la réalisation du tableau, et à l'architecte Victor Baltard, qui est également pensionnaire à la Villa Médicis et qui va aider Ingres à composer la partie architecturale de son tableau. Donc tous ces artistes travaillent avec le maître, comme on le faisait autrefois dans les ateliers où le maître conçoit le tableau mais fait réaliser certaines parties de l'œuvre par les compagnons, par les apprentis qui sont dans l'atelier. Donc on est vraiment dans la tradition académique ancienne. Alors Ingres va traiter ce tableau pendant les 5 ans de son directorat de l'Académie de France à Rome, et on sait que c'est pour lui un tableau qu'il traîne, qui lui est pénible à réaliser, il n'est jamais content de ce qu'il fait, il y revient sans cesse. Il parle dans sa correspondance, qui a été publiée, de son éternel Stratonis. Il doit effectivement faire le tableau idéal pour le prince royal, qui est le grand mécène de cette génération. Alors le tableau qu'il nous a livré, qui est aujourd'hui à Chantilly, et que le duc d'Aumale bien sûr a racheté en souvenir de son frère aîné, prématurément disparu, est un véritable chef-d'œuvre. Il est particulièrement intéressant de voir comment Ingres dirige notre regard à l'intérieur de ce tableau pour nous faire comprendre la scène, puisque la personne principale que l'on voit lorsqu'on regarde l'œuvre, c'est la figure de Stratonis, cette magnifique figure féminine qui s'avance au premier plan comme sur une scène d'opéra. On sait que Antiochus et Stratonis est justement un opéra de Méhul, comme s'il y avait une lumière dirigée sur la personne de Stratonis. Et puis ensuite, on découvre dans un second temps, un peu dans l'ombre, le lit sur lequel gît Antiochus, malade, mourant, avec le père effondré sur le lit, qui voit son fils mourir sous ses yeux, et le médecin au second plan, donc, qui va découvrir la cause de la maladie d'Antiochus. Donc il dirige notre regard, et dans un troisième temps, on peut découvrir sur les extrémités du tableau le jeune esclave qui allume le brasero, la nourrice qui déplore la mort prochaine d'Antiochus, tout le décor également, un décor évidemment qui se veut archéologiquement exact. On sait qu'Ingres est un grand amateur d'antiquité, il a collectionné, il a une importante collection d'objets gréco-romains qui sont aujourd'hui la propriété du musée Ingres-Bourdelle à Montauban, puisque Ingres a légué son fonds d'atelier à sa ville natale. Et donc nous avons emprunté au musée Ingres de Montauban, notre partenaire, plusieurs dessins qui montrent justement des relevés archéologiques faits par Ingres et d'autres qui étaient faits en collaboration avec les pensionnaires de la Villa Médicis qui l'emmenaient sur le terrain à Pompéi découvrir ces monuments. Donc cette composition, elle se veut archéologiquement exacte, elle s'environne de sculptures. On a par exemple la sculpture d'Alexandre avec une inscription en grec, Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, derrière Stratonis. On a également des drapés à l'antique, un dallage de mosaïques, des peintures sur les murs de cette villa romaine. C'est plutôt une villa pompéienne d'ailleurs qu'une villa grecque. Bien sûr, Ingres fait avec les éléments qu'il a sous les yeux en Italie, à Rome, mais aussi bien sûr à Pompéi, que les pensionnaires de la Villa Médicis vont visiter. Donc toute cette composition, Ingres va la travailler, il va mettre 5 ans à la concevoir avant enfin d'envoyer le tableau à Paris, où il sera accueilli bien sûr triomphalement par le prince royal. C'est une œuvre essentielle pour Ingres, qui ne cessera cependant de reprendre d'autres versions, version de Philadelphie et également version du musée de Montpellier, du musée Fabre, qui nous a été prêtée pour cette exposition et qu'on a mis en regard. Alors la composition est tout à fait identique, mais elle est inversée. Et pour cela, il est intéressant de noter que Ingres a travaillé avec un nouveau médium qui vient d'apparaître et qu'il va utiliser comme un outil de sa composition, de son perfectionnement, c'est la photographie. En effet, Ingres va faire photographier par Gustave Le Gray, mais par d'autres artistes également, la composition de la Stratonis telle qu'il l'a conçue pour le prince royal. Il va retourner la composition en demandant à des photographes d'en prendre des morceaux, de faire plusieurs prises de vue, et il va donc décider d'inverser sa composition en faisant d'un tableau qui était volontairement sombre, sans doute aussi pour guider nos regards et pour évoquer le côté tragique de la scène, et il va en faire un tableau clair, dessiné au graphite, peint en grande partie à l'aquarelle. La version de Montpellier donc est tout à fait différente, mais nous restitue donc la même histoire, un monument de l'Antiquité gréco-romaine revu par un artiste néoclassique, mais qui traite un sujet quand même très romantique. Alors on a dans ce secteur de l'exposition de magnifiques dessins pour montrer la façon dont Ingres a conçu la composition, depuis ses dessins de jeunesse, celui de Berne, d'autres dessins de Montauban, et puis surtout comment il met en place la figure de la Stratonis. Donc comme tous les artistes académiques, Ingres commence par dessiner la figure de Stratonis nue, debout. Alors il cherche la position, dans un premier temps elle est un peu hanchée avec un contrapposto un peu maladroit. Il va arriver à définir l'attitude très belle de Stratonis dans un second temps, à partir probablement de la statue romaine bien connue de la pudicitas, la pudeur, donc cette femme qui se drape dans un voile.
On a dit aussi qu'il avait pris ce mouvement d'une jeune femme qui venait visiter son atelier en se drapant dans un châle. Ça, c'est ce que racontent les élèves de l'atelier. Mais plus classiquement, je pense qu'il travaille surtout d'après des sculptures de l'Antiquité. Mais le thème de la Stratonice, on va le voir fréquemment revenir avec ce mouvement de la main, de la femme qui se drape dans un vêtement, qui se voile. On va la trouver dans beaucoup de portraits féminins, notamment on le verra dans la dernière section de l'exposition avec Madame d'Aussonville. Et Madame d'Aussonville d'ailleurs qui verra le tableau de la Stratonice en cours de confection dans l'atelier d'Ingres. Donc un thème et une très belle attitude qui traverse la carrière d'Ingres et qu'il reprendra souvent. Alors pour illustrer donc cette figure de la Stratonice, on a toute une série de dessins qui nous ont été prêtés par le musée de Montauban, par d'autres institutions et aussi par le Metropolitan Museum de New York avec la dernière version où la figure cette fois-ci est drapée. Donc vous l'aurez compris, c'est grâce au frère aîné du duc d'Aumale, Ferdinand Philippe, duc d'Orléans, prince royal, l'héritier du roi Louis-Philippe, qu'Ingres est rentré dans la famille en quelque sorte. Le prince royal est un immense mécène, grand commanditaire, qui, on l'a vu, a commandé la Stratonice, mais qui, impatient, va acheter un autre tableau déjà abouti à Ingres, c'est l'Oedipe et le Sphinx, ce chef-d'œuvre du musée du Louvre que nous présentons ici, qui date de 1808. C'était une académie d'hommes à un envoi réglementaire qu'Ingres a repris en 1827 en le transformant en tableau d'histoire et en transformant cette académie en histoire d'Oedipe face au Sphinx devant la ville de Thèbes, un tableau qui est entré dans les collections du prince royal en 1839 alors que la Stratonice est arrivée en 1840. Et fort de ces deux acquisitions, le prince royal va commander son portrait à Ingres en 1841, un portrait qui sera livré en avril 1842. Ce portrait, il se trouve juste derrière moi, au centre. Il vient des collections du musée du Louvre. C'est un portrait d'une extrême audace finalement dans son cadrage qui rappelle les grands portraits de la Renaissance, de Bronzino, de Titien, avec un cadrage à mi-jambe, qui montre ce prince libéral, plein de prestance, de noblesse, qui est en habit de lieutenant général, un habit assez simple, c'était le petit habit, pour ne pas concurrencer finalement le visage du prince royal qui importait tant à Ingres. Un portrait tout à fait important aussi dans son décor. Ingres a placé le prince royal dans son appartement des Tuileries. On sait que le prince royal venait poser dans l'atelier d'Ingres au palais de l'Institut, mais il est ici dans l'environnement finalement princier de son appartement, et d'autant plus princier qu'il est face et devant à la tenture de son appartement, qui est la tenture de la chambre de Louis XIV à Versailles. Et donc finalement, c'est son ascendance qui est traduite par ce décor, mais aussi sa destinée, celle d'un futur roi. Donc un portrait qui a fait grande impression, qui a eu un grand succès dès sa livraison en avril 1842. Un portrait cependant qui est resté dans l'atelier d'Ingres pendant un moment, et c'est durant cette période que le prince royal a connu un accident effroyable le 13 juillet 1842, alors qu'il se dirigeait vers le château de Neuilly pour embrasser ses parents. Il est victime d'un accident de voiture à cheval qui l'a propulsé à l'extérieur de sa voiture et qui a causé son décès soudain à l'âge de 32 ans. Ça a été un drame national, un drame terrible pour la famille, qui a fait finalement de ce tableau une icône, le dernier portrait du prince royal, et la famille justement d'Orléans, le roi Louis-Philippe, la reine Marie-Amélie, vont commander à Ingres, qui n'a pas pu refuser cette commande, des modèles pour des variations, des répliques qui seront envoyées dans toutes les administrations de province, aussi chez les membres de la famille, pour commémorer cet effroyable décès. Et c'est ce que nous voyons de part et d'autre du tableau du Louvre, avec à droite, venant du château de Versailles, cette variation devant un paysage qui est peut-être celui du château de Saint-Cloud, où on voit un portrait qui a été agrandi, supervisé par Ingres, et de l'autre côté, un portrait en pied, qui est une commande de la reine Marie-Amélie pour son salon attenant à la chapelle funéraire que vont élever le roi et la reine sur l'emplacement de l'accident mortel de leur fils adoré. Avec un tableau très impressionnant où la reine pouvait finalement retrouver son fils tel qu'il était de son vivant, et Ingres a dû faire reposer finalement quelqu'un en jambes
pour reprendre cette composition. Donc finalement, c'est à cause de cet accident qu'Ingres a été lié de plus en plus à cette famille. Par ailleurs, c'est ce que nous montrons dans la section juste après, Ingres n'a pas pu refuser une nouvelle commande qui correspond à cet accident, c'est celle des cartons préparatoire pour les vitraux de la chapelle Saint-Ferdinand qui va être élevée sur le lieu de l'accident. C'est une chapelle qui se trouve pas très loin de la porte Maillot. De nos jours, c'est Notre-Dame de la Compassion, une chapelle néo-byzantine due aux architectes de Louis-Philippe et dans son intérieur néo-gothique où vous avez le monument funéraire du prince royal, dû à Triquetti et Marie d'Orléans, mais aussi une chapelle qui abrite les portraits de la famille sur les vitraux et nous montrons dans l'exposition un certain nombre de dessins préparatoires à ces vitraux où vous avez les saints de la famille, les saints dynastiques, Sainte Amélie, Saint Ferdinand pour Ferdinand Philippe, Saint Philippe, Saint Henri, etc. qui prennent les traits des membres de la famille d'Orléans. Et donc finalement on a tout un cycle dynastique très intéressant qui se met en place sous finalement les crayons d'Ingres et ces portraits dynastiques vont être repris dans un certain nombre de chapelles familiales. Ça va être le cas de la chapelle royale de Dreux, ça va être le cas de la chapelle de Carreil qui est dans l'ouest de la France et puis ça va être le cas, mais malheureusement cette commande ne sera pas achevée, de la chapelle du château de Chantilly. Le duc d'Aumale veut rendre hommage finalement à tout ce cycle dynastique, à son frère disparu et il commande à Félix Duban une chapelle pour la reconstruction de son château en 1847. Nous avons toute une documentation et notamment une lettre que nous venons d'acheter grâce aux amis du musée Condé qui en font part et ce cycle dynastique n'a pas pu aboutir. Ces vitraux d'Ingres commandés par le duc d'Aumale pour Chantilly n'ont pas été créés parce qu'en 1848 survient la fin de la monarchie de Juillet, la famille part en exil et cette chapelle ne sera construite finalement qu'en Angleterre, à Wood Norton et les vitraux seront dus à un élève d'Ingres, Victor Mottet. Donc vous voyez, c'est finalement à cause ou grâce à ce drame que Ingres va devenir un artiste très familier de la famille d'Orléans et c'est au cœur de cette exposition que cette relation se tisse. Nous sommes face au 5e tableau provenant des collections du duc d'Aumale et dû au pinceau d'Ingres. C'est la Vénus Anadyomène qui est parvenue dans ses collections en 1879 grâce à l'achat de la collection de Frédéric Rézé. Alors c'est un tableau assez complexe dans sa genèse qui est commencé dès 1807-1808 comme un envoi de Rome, une étude finalement très inspirée de l'antique, d'une Vénus, plutôt pudique à l'origine. Nous avons pu, grâce au Centre de recherche et de restauration des musées de France, rentrer là aussi dans la genèse et l'élaboration de ce tableau et nous avons pu voir surtout les différentes phases de création avec les repentirs, les modifications de composition et donc on avait une Vénus pudique, cachant sa nudité, que nous pouvons d'ailleurs apercevoir grâce aux dessins préparatoires de composition qui nous sont généreusement prêtés par le musée Ingres-Bourdelle de Montauban qui sont face ici. C'est un tableau qui n'a pas été achevé ni envoyé, qui est resté dans les collections d'Ingres et qui est passé de Rome à Florence, parce que Ingres, en 1820, est parvenu à Florence, où il reste quelques années jusqu'en 1824. Et pour M. Leblanc, l'ancien secrétaire de la grande-duchesse de Toscane, il a repris sa composition et en a tiré une Vénus beaucoup plus triomphante, surgissant, naissant de l'écume, avec ce geste extraordinaire que nous pouvons voir aussi sur d'autres dessins qui sont tirés d'Ingres à ce moment-là, d'après sans doute des modèles féminins vivants. Et pour recréer sa Vénus, en quelque sorte, il a repris une grande étude de nu. C'est le tableau venant du musée d'Orsay qui est juste à côté, une grande étude de nu où nous avons la même silhouette sinueuse, très maniériste, inspirée évidemment du maniérisme florentin, inspirée évidemment de l'antique, de Raphaël, évidemment toutes les grandes sources d'inspiration d'Ingres. Et cette étude de nu est restée dans l'atelier d'Ingres et a été transformée en source en 1856, donc bien plus tard. C'est le tableau que vous voyez là venant du musée d'Orsay. Et donc il reprend la Vénus de Chantilly à Florence, mais ne va l'achever qu'en 1848, donc bien plus tard, et en fait finalement une sorte de déesse extraordinaire, quasiment sacrée, surgissant des eaux, inspirée de Raphaël, des décors de la Villa Farnésine à Rome, inspirée aussi des fresques de Tivoli, d'un certain nombre d'antiques. C'est un thème
qui traverse la carrière d'Ingres, très sensuel évidemment, et Ingres est un peintre de la sensualité, et un thème également qui va inspirer ses élèves, notamment les frères Balz, qui sont représentés ici dans cette section. Et finalement, on a une déesse de l'Antiquité gréco-romaine, mythologique, qui résume diverses sources d'inspiration d'Ingres, mais aussi qui montre à quel point Ingres est un artiste perfectionniste qui reprend inlassablement ses compositions, qu'il laisse achever, qu'il reprend parfois des décennies plus tard. Et c'est le cas du tableau du musée Condé, qui est peint entre 1808 et 1848 et qui forme l'un des chefs-d'œuvre de la collection du duc d'Aumale. Le parcours de l'exposition se termine par un des plus grands chefs-d'œuvre d'Ingres et, osons le mot, l'un des plus beaux tableaux des États-Unis. C'est le portrait de Madame d'Aussonville provenant de la collection, la Frick Collection de New York. C'est un tableau qui nous permet d'entrer finalement dans la sociabilité des clients d'Ingres sous la monarchie de Juillet, les grandes familles proches de la famille d'Orléans, comme les Breuil, comme les d'Aussonville, qui vont s'adresser à Ingres pour de fabuleux portraits. Et c'est le cas ici de Louise de Breuil, vicomtesse d'Aussonville, qui va trouver Ingres à Rome en 1840, qui le voit en train d'achever sa Stratonice, elle en parle dans ses carnets de voyage, elle va d'ailleurs en tirer une aquarelle. Et de retour en France, à partir de 1841, Ingres va peindre Madame d'Aussonville en attendant un peu parce qu'il doit d'abord achever le portrait du prince royal et les vitraux pour la chapelle Saint-Ferdinand. Et c'est un portrait qui sera achevé en 1845 et qui montre ici tout le talent et le génie d'Ingres qui finalement va propulser le portrait au rang de peinture d'histoire qui était vraiment le grand genre auquel il aspirait. Alors Louise de Breuil est une descendante de Madame de Staël, une descendante du ministre Necker, une grande famille protestante qui va épouser un d'Aussonville, grande famille également orléaniste. Elle est fille, mère, sœur, épouse d'académiciens. L'Institut de France est un repère également orléaniste. Et Ingres va s'insérer tout à fait naturellement dans cette sociabilité. On connaît un peu ses idées politiques. Il s'est réjoui de l'avènement de Louis-Philippe. Il est assez attristé de la chute de la monarchie de Juillet. Et donc, sans être un peintre officiel, c'est un peintre quasiment orléaniste. C'est ce que nous essayons d'explorer dans cette exposition. En tout cas, ça n'est pas qu'un peintre politique. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est un chef-d'œuvre absolu. Une composition qui rassemble la nature morte avec ses sèvres sur la cheminée, les cartes de visite qui montrent que c'est une grande mondaine, les petites jumelles d'opéra qui montrent qu'elle aime les arts. C'est aussi un grand tableau de mode avec cette robe de satin, de soie chatoyante, extraordinaire. C'est un grand coloriste aussi avec cette symphonie de bleu extraordinaire juste rehaussée de ce rouge vif sur le ruban. Et puis c'est un tableau qui essaye d'entrer en compétition avec la sculpture, avec ce qui va devenir une des grandes caractéristiques des tableaux d'Ingres, notamment des portraits féminins, c'est le jeu avec le reflet du miroir. Et là, nous pouvons apercevoir notamment cette superbe nuque très sensuelle de Madame d'Aussonville dans ce reflet. Et c'est une façon de tourner autour de Madame d'Aussonville et de jouer avec la tridimensionnalité en sachant que ce reflet n'est pas du tout naturel. Là aussi, Ingres, qui est un fabuleux représentant de la nature, qui sait parfaitement reproduire les traits, notamment des personnages, s'en détache pour aspirer au beau idéal. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs avec le dessin prêté par Montauban, où Ingres essaye de poser le reflet et de trouver la bonne position de ce dernier. Un tableau qui évoque aussi le cadrage du portrait du prince royal, qui avait tant marqué la carrière d'Ingres, et qui évoque par son ovale parfait, par le châle aussi jaune avec le galon rouge, le portrait de jeunesse de Madame Duvossé. Donc il résume finalement tout le propos de l'exposition, et ça va jusqu'à ce fameux geste ici, la main sur la joue, qui évoque le geste de la Stratonice qui avait tant marqué Madame d'Aussonville que connaissait d'ailleurs le duc d'Aumale. Donc vous voyez, tout se lie ici, et grâce à ce portrait, on peut voir que Ingres a été l'un des artistes majeurs des années 1840, l'un des artistes majeurs de la génération des princes d'Orléans, et que finalement, à la chute de la monarchie de Juillet, il va
perdre en quelque sorte parmi ses plus grands mécènes. Et c'est toute une génération qui va devoir soit s'exiler, soit changer de parti. Et Ingres, qui va continuer à travailler sous le Second Empire, va peut-être perdre ses principales sources d'inspiration. En tout cas, il a livré, grâce à ses princes, grâce à ses grandes familles, parmi ses plus grands chefs-d'œuvre qui sont réunis ici au Jeu de Paume de Chantilly. Cette exposition n'aurait pas pu se faire sans de nombreux partenaires qui nous ont accompagnés depuis de longues années. Évidemment, le musée Ingres-Bourdelle de Montauban, qui est un immense prêteur, tous les prêteurs institutionnels ou privés qui ont accompagné l'exposition, mais aussi les mécènes. Au premier lieu desquels les principaux mécènes, la Fondation du Crédit Mutuel Nord-Europe, les Friends of the Domaine de Chantilly, mais tous les autres mécènes et partenaires, l'Académie des Beaux-Arts, la région des Hauts-de-France, la DRAC des Hauts-de-France, les fondations Edmond de Rothschild, Arcurial également, et tous les autres mécènes et également partenaires médias. Et sans oublier, évidemment, les amis du musée Condé, partenaires naturels du musée depuis plus de 50 ans maintenant, qui nous aident à acquérir, qui nous aident à restaurer les collections, et en l'occurrence qui ont restauré notre super portrait féminin de Madame Duvosset et également un autre tableau très important, le Paolo et Francesca, qui a été défiguré par Diverny-Jauny et qui a pu retrouver ses coloris d'origine. Cette exposition donc est ouverte au Jeu de Paume du domaine de Chantilly jusqu'au 1er octobre, tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h.